Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président du Conseil des Grands Crus, Monsieur Castéja, Monsieur Glénat, éditeur de l'ouvrage, Mesdames et Messieurs, chers amis, d'abord, bienvenue dans cette maison qui est la vôtre. Merci, cher Monsieur Castéja, d'avoir pris l'initiative de cet événement qui risque d'être rude. Car nous avions un aparté, je vous demandais si effectivement les 88 crus étaient présents. Et vous me disiez oui. Raison supplémentaire pour laquelle je suis heureux d'être ici avec le secrétaire d'État, car nous allons affronter cette épreuve ensemble. En commençant ce court propos, j'ai à l'esprit ce mot de Winston Churchill, qui n'était pas avare de mots d'esprit, qui, s'agissant d'œnologie, était non seulement un croyant, mais un excellent pratiquant, et qui disait, et je me reconnais volontiers dans cette formule que je traduis en français, en matière de vin, je suis un amateur facile, je me contente toujours du meilleur. Ce qui, au fond, est assez bien la définition de ce qui nous réunit aujourd'hui. Et puisqu'on parle de mots d'esprit, je me retraiterai peut-être en me rendant à Bordeaux vendredi. J'adore cette citation d'Oscar Wilde à propos de Bordeaux, qui écrivait « Les Français sont si fiers de leur vin qu'ils ont donné à certaines de leurs villes le nom d'un grand cru. » Alors le meilleur. Le meilleur, c'est justement ce que nous célébrons ce soir, puisque, ça vient d'être rappelé, nous fêtons le 160e anniversaire de la liste des grands crus classés de Bordeaux et le lancement d'un ouvrage magnifique, je viens de le parcourir, réalisé à cette occasion. Et d'ailleurs, nous sommes d'une précision quasiment parfaite, puisque si mes informations, que je n'ai pas vérifiées avec le ministre de l'Intérieur, sont exactes, il s'agissait du 18 avril 1855. Donc nous sommes vraiment pas loin de l'anniversaire. Et ce que nous savons avec certitude, c'est que ces 88 châteaux d'exception ont été classés pour une occasion précise, dont nous parlions tout à l'heure avec M. Fromentin, qui est, malgré son jeune âge, le père de l'exposition universelle future, présenté à l'époque les grands vins de Bordeaux à l'exposition universelle de 1855. Et c'est cette origine, au fond, qui justifie doublement de célébrer cet anniversaire dans cette maison. D'abord parce que ces salons, Second Empire, que certains trouvent un peu chargés, mais moi que je trouve comme vous magnifiques, et qui impressionnent, de le bon sens du terme, mes visiteurs, eh bien, cela nous replace dans l'ambiance de l'époque. Et puis, surtout, l'objectif de ce classement, c'était de promouvoir devant le monde l'excellence de l'œnologie française. Et, vous le savez, faire rayonner nos vins en France et à l'étranger, c'est une des actions que je mène à la tête de cette maison. Jusqu'à présent, l'œnologie, je tiens à le préciser, ne constituait pas un champ majeur de l'activité du ministre des Affaires étrangères. Ou alors sous une forme spécifique, rappelée par quelques anecdotes, consistant pour certains de mes prédécesseurs à développer la cave du Quai d'Orsay. Je m'inscris dans cette tradition. Mais les vins, cela représente, au-delà de nos goûts personnels, une affaire très sérieuse pour notre pays, parce que c'est une part importante de l'identité des Français. Et les noms des grands crus classés font partie de notre patrimoine culturel. C'est un facteur de rayonnement de la France dans le monde et un élément de notre attractivité touristique. Et toutes ces tâches, toutes ces exigences, il se trouve que c'est le Quai d'Orsay, dans sa compétence actuelle, qui en est chargé. Juste un mot sur le tourisme, parce que, comme Mathias Feckel, nous sommes intéressables sur le sujet, c'est un atout absolument extraordinaire pour notre pays. Ça représente
d'abord des centaines de milliers d'emplois non délocalisables. Ça représente des ressources considérables. Et cet atout, c'est le suivant. Lorsqu'on interroge les citoyens du monde, avec cette question simple, où voudriez-vous vous rendre? Ce qui sort en numéro 1, c'est la France. Nous sommes numéro 1 dans un certain nombre de champs, de disciplines, pas dans toutes. Mais dans celle-là, c'est incontestable. Et il se trouve que le tourisme va se développer, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, d'une façon exceptionnelle dans les années qui viennent. Aujourd'hui, il y a 1 milliard de personnes qui voyagent dans le monde. Dans 15 ans, il y en aura 2 milliards. Les chiffres sont faciles à se rappeler. Si nous savons capter, et nous avons les atouts naturels pour cela, une partie importante de ce milliard et de ce milliard supplémentaire, eh bien, soyons très réalistes, la situation économique de notre pays se présentera de façon différente. Et il n'y a pas que l'économie, il y a le rayonnement, il y a l'influence que cela procure. Alors il y a une concurrence croissante. Mais nous avons, j'en suis sûr, les atouts, non seulement pour résister, parce que la concurrence est là, mais pour progresser. Aujourd'hui, il y a 84 millions de touristes étrangers qui visitent notre pays, qui restent trop peu longtemps d'ailleurs, et qui ne dépensent pas assez. 100 millions en 2020. Nous ne sommes pas les premiers pour la durée, ni pour les recettes, nous ne sommes que les troisièmes. Donc on voit le champ qui est devant nous. Et si je parle de cela, c'est parce que les vins français constituent un aimant touristique extrêmement puissant. Et les statistiques, qui ne sont pas toujours inexactes, nous indiquent qu'un tiers des touristes qui viennent en France citent l'œnologie et la gastronomie comme la première raison du choix de leur destination. Et à cet égard, Monsieur Glénat, je veux saluer votre travail parce que par vos publications, à la fois sur l'œnologie, sur la gastronomie, vous contribuez à célébrer, que ce soit en France ou à l'étranger, notre savoir-faire, notre identité. Et donc, bravo et merci pour ce que vous faites. Mon travail, et celui de Matthias Feckel, c'est d'essayer d'agir concrètement pour soutenir notre œnologie. L'autre jour, on m'a même remis un prix pour cela, dont j'étais extrêmement fier et que j'ai affiché dans mon bureau. Et je disais, lors de ce prix qui m'a été remis, qui est, je crois, l'homme de l'année en matière de vin, d'abord que j'en ferai état, y compris auprès de ma propre famille, que ce sera un sujet de fierté, que la fois où j'avais été distingué, la fois précédente, c'était lorsque j'avais été élu parlementaire de l'année. C'était il y a quelques années, et dans le discours que j'avais prononcé à cette occasion, j'avais dit, je suis très heureux d'être le parlementaire de l'année, mais je trouve que le jury a fait un choix un peu particulier, puisque vous me reconnaissez comme le parlementaire de l'année, la seule année où je n'ai pas pris la parole au Parlement. Et donc j'espérais à cette occasion que, s'agissant du vin, c'était autre chose, et je veux confirmer que c'est autre chose, car c'est non seulement le théoricien, mais le pratiquant que vos collègues ont su distinguer. Nous essayons donc d'agir concrètement. Vous avez eu la gentillesse de faire allusion à l'opération que nous avons réalisée il y a maintenant quelques semaines, de Coupe de France. Le fait que dans le monde entier, je crois, près de 1500 restaurateurs, et nous-mêmes à Versailles, avec nos ambassadeurs, nous avons célébré la cuisine et le vin français. Et je pense, en voyant justement des ambassadeurs ici présents, que je salue, que ce dîner ne les a pas totalement déçus. Et puisque je parlais de M. Fromentin, c'est avec ce même objectif de rayonnement que nous travaillons pour que la France puisse accueillir l'exposition universelle en 2025, ce qui permettrait de fêter dignement, avec une symbolique particulière, il faut commencer à y réfléchir, les 170 ans du classement des grands crus. Quant à l'inscription de ce classement au patrimoine immatériel français, M. Castéja, vous pouvez compter sur mon appui dans votre démarche. Un autre élément important qui est relié, c'est le développement de ce qu'on appelle l'œnotourisme. C'est un secteur très important. Et de plus en plus, les touristes cherchent des expériences qu'ils qualifient d'authentiques, souvent loin des capitales. Et ils demandent qu'il y ait de la créativité, ils demandent qu'il y ait du caractère, comme on le dit d'ailleurs, d'un bon vin.
Et donc, un nombre croissant de touristes, les chiffres deviennent vraiment impressionnants, souhaitent visiter les grands vignobles français, découvrir le savoir-faire viticole. Du coup, a été créé ce qu'on appelle des pôles d'excellence. Il y en a un pour Bordeaux, il y en a un pour Bourgogne, et tel, évidemment, c'est le vin. Je me rends d'ailleurs vendredi à Bordeaux pour signer un contrat en ce qui concerne cette région. Mais le no-tourisme, c'est vraiment un secteur que nous avons l'intention, avec vous, de développer. Et puis, il se trouve qu'avec Mathias Feckel, nous sommes chargés du commerce extérieur. Pas nous qui allons directement améliorer les chiffres du commerce extérieur. Nous pouvons aider, et c'est ce que j'ai demandé à tous mes ambassadeurs. Mais je rappelle que le solde des vins et spiritueux est positif, et même très positif, mais que nous devons être très vigilants. Et sans vouloir nous ennuyer avec ces éléments, il faut en particulier que nous soyons attentifs, puisque maintenant c'est comme ça que les choses fonctionnent, à la question dite du référencement sur Internet, puisque beaucoup de gens utilisent cette étrange machine pour non pas dicter leur choix, mais en tout cas les faciliter. Il faut donc que les sites soient faciles à trouver. Il faut qu'ils soient de qualité, et c'est une des conditions du succès, qu'on veuille ou non. Maintenant, c'est comme ça que les choses se développent. La question de l'encadrement de la publicité est aussi très importante, et je veille donc, avec plusieurs de mes collègues, à ce que les débats parlementaires ne modifient pas l'équilibre actuel et n'aboutissent pas à une stigmatisation de la consommation modérée d'alcool, ce qui serait absurde, car en ce qui me concerne, je n'ai jamais confondu la dégustation du vin et l'alcoolisme, et je pense que ce qui se dit clairement doit être aussi écrit clairement. Donc sur ces questions, comme sur les autres qui concernent l'œnologie, je peux vous assurer de mon soutien entier. Je ne veux pas être plus long parce qu'après cette partie très théorique, il y a la partie pratique. Néanmoins, un dernier mot, parce que je comprends que les élèves sommeliers de l'école Le Cordon Bleu, avec parmi eux un certain nombre qui sont des amis étrangers, sont ici présents. C'est une école qui incarne elle aussi le rayonnement du savoir-faire gastronomique et œnologique français dans le monde. D'ailleurs, une école Le Cordon Bleu va ouvrir très prochainement en juin à Shanghai, une autre l'an prochain à Rio, à l'occasion des Jeux Olympiques. Et je pense que ce qui caractérise, est-ce que le mot est juste, oui, la filière du vin, c'est que depuis le plus modeste vigneron jusque finalement ce qu'on sert sur les tables, il y a un effort commun qui est à faire et qui est illustré magnifiquement par les grands crus que nous célébrons aujourd'hui. Donc, vous avez la gentillesse de me remercier de nous accueillir. J'inverserai le propos. Moi, je suis très heureux de vous accueillir ici, tout simplement parce que vous êtes de remarquables ambassadeurs de la France. Merci.